Bien, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Donc, je vais vous expliquer comment que ça va se passer. Dans un premier temps, je vais vous dire qui je suis, ce que je fais. Donc, ça prendra un petit quart d'heure. Et après, je répondrai simplement aux questions que vous avez, donc sur moi, sur ce que vous voulez. Donc, qui suis-je? Alors, je me définis comme un clairvoyant. Alors moi j'ai une définition assez particulière de la clairvoyance. Donc depuis tout petit, moi je voulais être clairvoyant, mais je savais pas du tout ce que c'était. Et je me suis rendu compte que depuis que je me définis comme clairvoyant, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je pensais que la clairvoyance c'était la capacité à voir le monde invisible, à voir des choses autour des gens, à voir des visions particulières, des images qui s'intègrent en fait par mes yeux dans le monde physique. Et pour moi aujourd'hui la clairvoyance, même si j'ai eu quelques expériences de clairvision où j'ai vraiment vu des choses concrètes se mélanger au plan physique, pour moi la clairvoyance c'est plus une capacité qui est latente chez chaque personne et qui, chez certaines personnes, va émerger plus ou moins. Je considère que beaucoup de gens sont clairvoyants sans vraiment le définir ou mettre des mots dessus, comme beaucoup d'artistes notamment, donc qui composent des choses particulières. Et donc pour moi, la clairvoyance, c'est la capacité à avoir accès à des informations. C'est juste ça. Donc capacité à avoir des informations d'évolution. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. Donc on peut avoir des informations sur tout et n'importe quoi. Donc on pourrait potentiellement discuter, avoir des conversations avec tout ce qui est vivant. Donc tout ce qui est vivant, c'est tout ce qu'on voit sur le plan matériel. Donc les chaises sur lesquelles vous êtes assis, moi je considère qu'ils sont vivants, au même titre que des plantes, que des animaux et que des humains. Après, la question, c'est à quoi ça va nous servir? Parce que c'est bien beau d'avoir des informations, mais je me rappelle, la première fois que j'ai pris conscience que je pouvais discuter avec un arbre, ben, je me suis senti un peu bête, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui demander à l'arbre, moi, maintenant? Parce que lui, les questions qu'on a d'humain, il s'en fout un peu, quoi. Il est sur un principe de fonctionnement qui est complètement différent. Et donc j'ai cherché très rapidement à savoir qu'est-ce que j'allais faire de cette capacité. Pendant des années, je suis resté à me demander, à sentir qu'il y avait un potentiel qui était là, il y avait un potentiel énorme, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc c'est très compliqué, en tant qu'à un moment j'avais beaucoup d'informations qui venaient sur tout et n'importe quoi, sur les personnes, sur des problématiques, des problèmes physiques. Et je savais pourquoi ils avaient un problème physique, je savais comment ils pouvaient le régler, mais j'étais en incapacité d'aller les aider, d'aller leur dire « Toi, t'as mal au genou, tiens, c'est parce que patati patata ». En fait, socialement, c'est juste pas possible. Parce que déjà, je me suis aperçu que beaucoup de gens, enfin quasiment tout le monde a plusieurs problèmes ou des petits soucis, mais que très peu de gens cherchent à les régler, ces problèmes. Parce qu'ils sont dans une habitude, ils ont appris à vivre avec, et ils se plaisent quelque part dans cet inconfort, plutôt que de travailler sur eux, dans un sens, pour pouvoir passer sur... pour pouvoir basculer et aller vers l'inconnu. Parce que l'être humain a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Alors la clairvoyance, pour moi, elle est venue à partir du moment où s'est établi un équilibre entre le haut et le bas, entre tous mes schémas de croyance,
qui sont en haut, ma capacité à avoir accès à des informations qui se trouvent en haut, c'est j'ai eu une ouverture vers le haut d'une manière très puissante qu'il a fallu après que je compense en développant le bas. Donc dans le bas, on va retrouver tout ce qui est l'ancrage, l'enracinement, le lien social, le rapport à la matière, le travail sur la terre. Donc j'ai entrepris pendant des années ce travail sur la terre, ce travail d'ancrage vers le bas. Et c'est un travail qui est permanent tout le temps pour moi, ce qui ne s'arrêtera jamais. Les personnes qui disent qu'ils ont travaillé ça, qu'ils ont fini, c'est juste à un moment qu'ils en ont eu marre, puis ils ont décrété qu'ils arrêtaient de travailler dessus, quoi. Mais les problématiques, bien souvent, sont toujours présentes. Donc à partir du moment où il y a eu cet équilibre entre le haut et le bas, j'ai pu avoir accès au centre. Et depuis ce jour, je me laisse guider complètement par mon centre. Donc c'est lui qui m'oriente. Alors derrière moi je définis ça comme étant le centre. Il y a plusieurs mots. Il y a notre cœur, certains appellent ça, notre moi intérieur, notre part divine, notre inconscient profond. Donc moi je l'appelle le centre parce qu'il n'y a pas de... c'est beaucoup plus neutre. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser de manière à rendre la conférence interactive, parce que je n'hésiterai pas à vous solliciter. Oui. Est-ce qu'on peut quand même avoir accès à son centre, même si on n'a pas travaillé le bas? Est-ce qu'on peut avoir accès à son centre sans passer par le bas? Pour moi, non. Si, c'est... Après, le centre, il n'est pas ouvert ou fermé. Il s'ouvre plus ou moins aussi. Donc on est tous plus ou moins guidés par notre centre. C'est aussi ce qu'on appelle l'intuition. Donc les gens qui... Avoir de l'intuition, c'est bien. Suivre ses intuitions, c'est encore autre chose. D'accord ? Partir, avoir une grosse connexion spirituelle, partir vers le haut, avoir accès à l'information sans être ancré, on va arriver en fait, on va passer un petit peu à côté du jeu de la vie qui est d'utiliser notre corps et de travailler dans ce monde physique, enfin de vivre notre vie simplement. C'est un peu le principe de l'ermite qui passe sa vie dans une grotte à méditer sur le sens de la vie et qui, à la fin de sa vie, il comprend que le sens de la vie, c'est de vivre. Et comme il s'est posé la question toute sa vie, il n'a pas trop vécu, quoi. Donc il vaut mieux avoir un bon ancrage plutôt qu'une connexion, qu'une partie supérieure des chakras qui est très développée. Sinon on va tomber dans des concepts spirituels, on va partir sur des croyances et pas vraiment être dans la matière pour jouer. Il y a beaucoup d'exercices pour travailler l'ancrage et les autres travaux autour du bas. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'exercices pour travailler l'ancrage? Alors, il y en a beaucoup, mais ce n'est pas du tout ce auquel vous croyez. Je prends l'exemple de la méditation. Les gens qui méditent sur leur ancrage, pour moi, ils ne travaillent pas du tout sur leur ancrage. Puisque la méditation, ils vont être dans une inactivité, et la méditation va faire en sorte qu'ils vont, quelque part, en fait, ils vont s'évader, ils vont se barrer, ils vont sortir de leur corps. D'accord. C'est une forme de méditation. Voilà, oui. Ben, dans ce cas, les méditations de pleine conscience qui sont dans l'action, pour moi, permettent plus de travailler l'ancrage qu'une méditation statique où on imagine simplement en fait qu'on a des racines, quoi. Pour moi, le travail de l'ancrage se fait en passant par la matière, par le physique, par le concret, quoi. Donc le fait d'aller marcher, c'est déjà un travail sur l'ancrage qui peut être très puissant, quoi.
le fait de vivre sa vie, on va retrouver aussi dans l'ancrage des notions de sécurité et de créativité. Donc une personne qui ne crée rien, qui ne fait rien, eh ben, elle va pas être ancrée, quoi. Une personne qui n'est pas en sécurité ne va pas être ancrée non plus. Donc j'écoute mon centre. Alors mon centre, il m'envoie toujours plein d'informations complètement bizarroïdes et tordues. Et mon mental, lui, il voit pas du tout l'intérêt. C'est complètement débile, ça. Un jour, sur une balade, mon centre m'a dit il y a deux pierres là, mets-les l'une sur l'autre. Mets les pierres une sur l'autre et vois le monde qui change autour. Donc j'écoute, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, donc je prends les pierres et je les mets en équilibre, l'une sur l'autre. Pour moi, ça m'a paru quelque chose de relativement facile à faire. Et il y a un groupe de marcheurs qui est passé par là, et ils ont tous trouvé ça absolument formidable, quoi, cet équilibre. Et moi, j'ai trouvé que c'était d'une simplicité, mais c'était tellement simple, il n'y a même besoin de rien, puisque les deux pierres, elles étaient là par terre, donc j'ai juste pris une, je l'ai mis comme ça m'a pris 30 secondes. Et quand j'ai vu le bonheur et la joie que ça procurait aux gens, je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là, quoi. Et donc depuis, je mets des pierres en équilibre. Alors j'ai développé une certaine technique, donc défini des mécanismes qu'on pourra voir cet après-midi à 17h45. Je fais un atelier sur le montage de pierres en équilibre, donc où j'apprends un petit peu la technique. Donc j'ai défini une technique et je suis arrivé à des montages qui étaient de plus en plus beaux. Ça m'a amené à travailler sur la notion de point de vue, à savoir qu'on peut faire un montage, mais s'il est dans un coin, on ne le voit pas. Donc maintenant, avant de mettre des pierres en équilibre, je regarde toujours quel impact il va avoir sur l'environnement, quel impact il va avoir sur les gens qui vont passer sur le chemin. Donc je vais vraiment travailler sur une mise en valeur du montage pour qu'il soit le plus vu, qu'il ait vraiment un réel impact. Donc toute cette mise en valeur, c'est quelque chose qui m'a fait travailler sur moi aussi, puisque l'extérieur est comme l'intérieur. On ne fait que contempler, on ne fait que se contempler en permanence. Tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est juste des parts de nous. Donc quand on travaille dans la matière à l'extérieur, c'est une manière de travailler sur nous aussi, quoi. Donc moi j'ai mis des pierres en équilibre. J'ai pu le faire parce que j'étais aligné et centré. Mais si des moments je me sens pas centré, pas aligné, si je mets des pierres en équilibre, il y a un moment, le fait de réussir, ça va avoir comme phénomène de résonance de m'aligner moi aussi. Et quand j'ai vu les proportions que ça a pris, maintenant ça fait tout juste un petit peu plus d'un an que j'ai commencé à mettre des pierres en équilibre. J'ai trouvé ça complètement dingue, quoi. Entre les reportages des journalistes, voilà. Cet été j'ai passé à la télé même, j'étais contacté par France 3 qui voulait faire un reportage sur moi, juste sur des pierres que je mettais en équilibre. Je trouve ça assez rigolo quand même. Mon centre m'a demandé il y a un an de ça aussi de mettre en lumière certaines de mes parties. Donc j'ai toujours fait beaucoup de choses, j'ai toujours eu une activité très importante, mais toujours assez cachée parce que pas compris, parce que aussi peur du jugement, peur de ce que les autres pouvaient dire en fait par rapport à ce que je faisais. Donc j'ai décidé de mettre en lumière le montage des pierres en équilibre. J'ai décidé de faire un travail pour me faire connaître mes différentes activités, ce que je faisais. Donc j'ai passé plusieurs fois à la radio, donc sur des radios internet, comme Ici et Maintenant et Les Sentiers du Réel. J'ai d'autres émissions qui sont en projet encore. Et mon centre m'a demandé à un moment de travailler sur les orgonites, donc de créer des orgonites. Donc les orgonites, c'est un mélange, c'est défini comme des petits appareils, enfin des petits plus ou moins, des appareils de rééquilibrage énergétique composés de 50% de matière organique, qui est de la résine, et 50% de matière métallique,
donc qui sont des copeaux de métaux, dans lesquels on va rajouter des pierres aussi. Donc ça m'a amené à travailler sur mon lien sur le minéral. Dès qu'on travaille avec les pierres, on va aussi travailler sur notre ancrage. Dès qu'on va toucher des pierres, dès qu'on va travailler avec du minéral, ça va nous renvoyer là-dessus. Donc moi, c'était quelque chose qui allait dans le sens dans lequel je voulais aller. Et donc je me suis mis à travailler sur des orgonites. Donc j'en ai fait plein. Je travaille beaucoup avec des formes géométriques particulières, comme la forme des aumes, notamment le zome 7, qui est une représentation en 3 dimensions de la fleur de vie, donc qui ont des résonances très particulières. Je travaille beaucoup avec des formes d'œufs aussi, donc des œufs de poule. Je fais des moules sur des œufs de poule et des œufs plus gros. Je fais là depuis 1 mois et demi de ça, j'ai une grosse reconnexion qui a eu lieu vers la mer, vers l'océan, puisque j'ai pratiqué beaucoup de pêche sous-marine et de plongée en apnée quand j'étais jeune, j'allais dire, il y a quelques années de ça. Donc j'ai une grosse connexion là qui s'est remise en place par rapport au milieu maritime. Donc j'ai commencé à faire des orgonites en forme de coquillages, notamment de coquilles Saint-Jacques. Et je me rends compte que c'est un peu comme les 2 pierres que je mettais en équilibre sur le bord du chemin. C'est quelque chose qui, moi, me paraît assez simple à faire. Et quand je vois l'impact sur les structures énergétiques des gens qui ont ces appareils de rééquilibrage, je trouve ça complètement formidable, quoi. Donc si vous avez des questions... L'impact au niveau visuel ou au niveau... L'impact au niveau du ressenti. C'est-à-dire que l'orgonite, en fait, va travailler sur la conscience de la personne. Elle va agir sur comment dire, donc elle va avoir tendance à remettre de l'ordre dans les croyances de la personne, ce qui aura une répercussion en fait sur la matière chez eux. Par exemple, je fais des grosses orgonites donc, qui sont destinées à être mises dans les maisons. Alors à un certain niveau, un des effets de l'orgonite, ça va être d'effacer les pollutions électromagnétiques. Parce qu'en fait, elle va absorber toute l'énergie et la réaligner et la redistribuer de manière alignée. Donc elle va transmuter l'énergie négative en énergie positive. Mais simplement en la remodelant, en la réalignant. Mais quand je regarde comment que ça se passe avec mon œil de clairvoyant, je vois que l'orgonite, elle va agir sur la personne. Donc elle va travailler sur la personne et la personne, par résonance, ne sera plus polluée par les énergies de la maison. Donc pour la personne, en fait, elle va penser que l'orgonite agit sur la maison, quoi. Donc c'est plus une conséquence, quoi. Donc tout ce que je fais, je me laisse toujours guider par mon centre et je me rends compte que ça m'amène en fait à faire des choses que j'aurais pas pu faire si ça était fait avec la tête. Alors je l'expliquais la semaine dernière à un gars qui faisait de la poterie de la manière suivante. Si quand il fait de la poterie, il essaye de reproduire un visage qu'il a déjà vu, il va faire une sculpture en poterie, mais qui n'aura rien à voir par rapport à s'il se met devant une boule et simplement qu'une fois devant la boule, il ne sait pas du tout ce qu'il veut faire et il laisse aller ses mains et il se laisse guider par son intuition. Je ne sais pas si tout le monde suit à peu près le processus. Donc il y a ça. J'ai fait aussi des crop circles, donc des sand circles. Donc c'est des reproductions de crop circles, c'est les dessins qui apparaissent dans les champs en Angleterre au printemps. Donc c'est des structures géométriques particulières que je vais décrypter pour pouvoir décomposer, pour pouvoir les reproduire sur des plages de sable. Donc je dessine avec un râteau. Et pareil, c'est des formes géométriques qui ont un impact très fort sur les gens, qui amènent énormément de prise de conscience. Comme le dernier que j'ai fait, que j'ai en photo sur mon stand, en fait, ça représente une hirondelle. Et l'idée derrière, c'est
l'idée derrière, en fait, c'est que le dessin, quand on est sur la plage, en fait, on ne peut pas capter le sens du dessin parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc on voit qu'il y a des cercles, mais on n'a aucune idée de la représentation, de la vision du... On n'a pas une vision assez élargie. Il n'y a que quand on prend de la hauteur, quand on monte sur le sentier côtier, qu'on va voir en fait ce que représente le dessin. Donc on va voir l'hirondelle. Donc l'information qui est derrière, c'est que pour pouvoir cerner pleinement une situation, on ne peut le faire qu'en prenant de la hauteur, en reculant. Ça, notre mental, il a du mal à faire. Par contre, notre centre, lui, il sait faire ça. Et quand on se laisse guider, ça nous amène à faire des choses qui peuvent paraître complètement débiles, mais en général, plus c'est débile et plus c'est juste et mieux ça fonctionne. Comment qu'il me parle mon centre? Alors c'est une intuition en fait. Mais il y a quand même au niveau du mental. Alors comment ça marche? Explication scientifique de la clairvoyance. Donc on a notre cerveau qui est décomposé en 2 hémisphères, le droit, le gauche. Notre cerveau droit est relié à tout ce qui est intuitif, le gauche tout ce qui est rationnel. Donc l'idée, c'est d'avoir une utilisation cohérente des deux hémisphères du cerveau. Donc les informations, mon centre, pour l'écouter, je vais simplement lui laisser de la place pour qu'il puisse s'exprimer. C'est juste ça. Donc je vais aller chercher un point très particulier qu'on appelle la vacuité. C'est un point où il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de sensation. En fait, on va chercher le plus rien possible. Alors j'imagine que ça doit être un peu comme de la méditation, ce qu'on peut rechercher en méditation. Moi, je ne médite pas du tout. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre au bout d'1 heure de méditation. En fait, ce point, c'est en fait, je mets 2 secondes à peu près à y être, à le trouver. Et si jamais j'ai du mal à me connecter dessus, ou si je le trouve pas, s'il y a trop de bruit encore, je fais autre chose et puis je vais revenir dessus plus tard, quoi. Donc c'est juste un point, la vacuité, où il n'y a rien, il y a le silence. Et j'ai une sensation, une information qui va jaillir de ce rien, simplement parce que je vais lui laisser la place. Une fois que l'information va venir, mon mental va prendre le relais, donc mon cerveau gauche, il va prendre le relais pour essayer de modéliser l'information. Donc ça vient de... Mon mental va modéliser l'information qui va venir de mon intuition. Après, mon mental, il a plusieurs vecteurs. Moi, celui qui marche le mieux, donc celui que j'utilise le plus, c'est la clairaudience. Donc je vais entendre des voix, je vais entendre des choses. Je vais avoir des phrases qui vont venir, souvent tournées d'une manière un peu bizarre. Mais ça peut venir sous forme de visualisation, où je vais avoir des images qui vont venir, ou simplement sous forme d'intuition. Je vais voir des scènes, des fois, je vais voir toute une scène qui va se passer devant moi, et qui va représenter l'information que je cherchais à avoir, qui sera la réponse à l'information que je cherchais à avoir. Donc voilà pour le fonctionnement. Donc ça peut être des sensations physiques aussi. Ça peut être une douleur qui va apparaître brutalement au genou droit ou au coude ou à l'intérieur. Du coup après il faudra se ramener sur un décryptage de la symbolique, à quoi correspond l'endroit où j'ai mal et ce qu'il y a derrière. Donc c'est quelque chose, un vecteur par lequel il vaut mieux éviter de passer, parce que c'est pas forcément très agréable de passer par le corps. Souvent une image, une visualisation sera beaucoup plus pratique. D'ailleurs, en général, toutes les personnes qui ont des douleurs physiques, c'est simplement une information en fait qui est posée sur le corps. Donc la faire venir par un autre vecteur peut débloquer certaines choses. Oui. Concrètement, la vacuité, je l'atteins comment? Pour arriver à cet état en fait de non-pensée, non-émotion, comment vous l'atteignez?
Ben, vous dites la première chose qui vous vient à l'esprit. Bah, là, j'ai un juron qui m'arrive en fait. Donc, Oh, bling. merde, en fait, il m'arrive. Je suis désolée pour moi. Ouais. En fait, derrière, c'est un merde contre vous. Qui Ouais, est... c'est ça, enfin, j'ai tellement de merde dans la tête que du coup, j'ai du mal à atteindre. Je m'emporte toute seule. Ouais. Est-ce que c'est le méta que vous mettez que la méthode King Show, faire le vide, atteindre la conscience pure? La conscience pure. Je sais pas, je ne connais pas la méthode. On fait le vide en soi et puis on atteint Voilà, je fais le. Alors je regarde, c'est ça. Je fais le vide en soi, mais c'est pas un vide qui dure en fait. Le but n'est pas de vivre dans le vide absolu. C'est en fait de faire taire son mental, carrément. C'est de faire taire son mental. C'est de faire taire son mental à un bref instant. Donc c'est de remettre le mental à sa place, qui est au service qui est en fait en serviteur. On va laisser le centre, l'intuition, le cœur avoir l'idée, donner la direction, et le mental va nous servir à exécuter en fait ce que le centre veut. On pourra en reparler plus tard. Est-ce que le point de vérité dont on parle est situé sur un chakra ou pas du tout? Non, pas du tout. Comment on le sent? On le sent pas parce qu'il y a rien en fait. On le sent quand il y a. Alors on sait qu'on est dedans quand on est surpris par l'information qui vient. Voilà. Parce que le mental, quand ça vient du mental, le mental, lui, ne peut que répéter des choses qu'il connaît déjà. Quand c'est le centre, l'intuition qui parle, on est toujours surpris par ce qui vient. En posant l'intention. Voilà. Il faut simplement faire le choix de poser l'intention d'avoir l'information par un autre vecteur. Moi, la première fois que je me suis branché sur mon centre pour trouver la vacuité, je me suis tapé des maux de tête énormes, quoi. Parce que moi, tout ce qui passe dans le physique, ça finit en migraine. Ça monte à la tête, ça me prend la tête. Et simplement le fait de poser l'intention que ça vienne plutôt par une phrase, paf, j'ai la phrase qui vient et le mal de tête il disparaît parce qu'il n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc c'est des petits exercices qui sont extrêmement simples à faire, qui peuvent être faits n'importe quand, n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin de pendule ou de baguette, c'est simplement d'essayer de faire un petit peu le vide et puis simplement de laisser jaillir l'intuition, et quand on est surpris par ce qui vient, c'est juste d'essayer. Essayez et vous verrez. Alors j'avais absolument rien prévu pour la conférence, puisque mon centre m'a dit présente-toi, puis après il m'a dit si tu prépares, c'est ton mental qui va parler, si tu prépares pas, c'est ton centre qui va parler. Donc si vous avez des questions, je suis tout oui. Oui. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui parlent de leur venue, justement, j'aime bien utiliser également, mais certaines disent que, contrairement à la fonction première d'éloigner les ondes électromagnétiques, ça pourrait être une antenne qui recentre ou qui concentre les énergies positives, négatives, etc. Je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ce genre de... Oui. Des gens qui disent que c'est une antenne et qui, ça peut se souvent placer pas loin du plexus. J'y crois pas, mais bon, c'est dans la curiosité. Ce qu'il y a derrière, c'est des personnes qui sont électrosensibles et qui ont peur d'être parasitées par cette entité énergétique. Là, c'est l'information qu'il y a derrière ta question. On n'a pas entendu la question. La question ?
Dans les questions, je demandais ce que pouvait, enfin, quelle réponse il aurait face aux critiques de certaines personnes par rapport aux orgonites qui disent que ça peut être une antenne ou un objet qui concentre les énergies, positives comme négatives. Ils peuvent donc les centrer souvent aux alentours du chakra ou du cœur sur une personne, puisque c'est là qu'est placée l'orgonite, quand elle est placée sur une personne. D'accord, merci. Voilà. Le principe de l'orgonite, en fait, c'est les deux composants, métallique et résine, qui... Alors, moi, j'ai lu la définition, l'explication scientifique du processus de l'orgonite, ce que ça fait sur la matière. Moi, j'ai rien compris, hein, parce que ça parle dans un langage de particules subatomiques. Là. Moi, je suis pas scientifique, je comprends pas. Par contre, je vois clairement ce que ça fait. Je vois les effets très nets, en fait, de l'orgone sur les personnes, sur les animaux, sur les végétaux, sur les minéraux. Et ça m'a permis de faire beaucoup de raccourcis dans ma conception d'orgonite, puisque je voyais ce qui marchait et ce qui marchait moins bien. Après, mon centre, il me dit, ben si, il faut faire ça, et puis ça, il faut pas faire, quoi. Donc, oui. Est-ce que les orgonites, quand vous les faites, vous pouvez les faire pour une personne en tenant compte de sa particularité, de ses manques, ou que ce soit vraiment fait au niveau aussi bien minéral que... Alors, est-ce que je peux faire des orgonites sur mesure? Voilà, vraiment adapté à chaque personne en fonction de ses besoins. Alors, l'information qui est derrière, c'est que toutes les orgonites sont sur mesure. C'est-à-dire que l'orgonite que je la fais pour une personne précise. Mais moi, je ne sais pas qui est la personne. Mais c'est juste que la personne qui achètera, qui prendra l'orgonite, ben, c'est l'orgonite qui va lui convenir par rapport à ce qu'elle a besoin de transformer en elle. Est-ce qu'il y a des petites orgonites? Parce que vous avez dit qu'il y avait des grandes, donc il y a sûrement des petites. Des petites et des grandes. Alors, sur Internet, on voit beaucoup d'orgonites qui sont très très jolies, très esthétiques, souvent pour être portées sous forme de collier. Sont souvent faites par des femmes qui travaillent avec beaucoup de minutie. Mais quand je me branche dessus, souvent il y a une proportion qui fait qu'elle ne marche pas vraiment bien. Parce que souvent, le problème de l'orgonite, c'est qu'il faut la charger beaucoup en métaux. Et que quand on met beaucoup de métal dedans, on ne voit plus les pierres qui sont à l'intérieur. Alors ce qui est vraiment intéressant, le cœur de l'orgonite, c'est vraiment les pierres qui sont à l'intérieur. L'orgonite ne va que amplifier l'information qui est contenue dans les pierres. Donc on voit plein de belles orgonites, mais moi quand je me branche dessus, en fait elles sont pas très cohérentes et elles fonctionnent pas vraiment. Du coup moi j'ai laissé complètement tomber l'aspect esthétique et je me suis mis à faire des orgonites qui fonctionnent le plus possible. Et je me suis rendu compte que quand une orgonite fonctionnait, je me rappelle d'une que j'avais faite dans laquelle, alors dans mon laboratoire c'est un petit peu la petite cuisine, là j'ai tous mes ingrédients et puis je me branche et je balance tout dedans. Et l'information c'était de mettre du sable dedans. Donc je prends une pincée de sable, je mets dans la résine, on verra bien ce que ça donne. Et quand j'ai démoulé l'orgonite, grosse surprise, toute la résine avait un petit peu blanchi, il y avait eu des petites bulles dedans, qui fait que on avait l'impression qu'elle avait 3000 ans, l'orgonite, quand on l'a démoulée. Et l'information que j'ai eue après, c'était que c'était pas le sable qui était intéressant, c'était le sel qui était contenu dans le sable. Et j'avais inscrit énormément de symboles dans cette orgonite, qui fait qu'elle avait un côté très mystique, qui correspondait bien à la personne à qui elle était destinée. Et elle était d'une esthétique vraiment incroyable, quoi. Donc c'est là que je me rends compte que c'est quand l'orgonite fonctionne, quand elle marche, l'esthétique vient après, quoi. Après, certaines personnes vont être attirées par des orgonites, une particulière, d'autres par une autre, c'est très variable. Chaque orgonite fait quelque chose de différent sur chaque personne, parce qu'on est tous différents. Elles fonctionnent toutes de manière complètement autonome et indépendante, donc il n'y a pas besoin de
les rincer, les laver, mettre du sel dessus, les exposer au soleil. Elle fonctionne sur des principes cycliques, donc s'auto-nettoie elle-même en fonction de ce qu'elle vit. Il y a une existence qui est parfaitement autonome et indépendante. Oui. Est-ce qu'une orgonite, c'est pour une personne ou alors quelqu'un d'autre? On peut la donner si après on se sent bien et qu'on voit quelqu'un qui en a plus besoin? Bah, j'ai eu le cas d'éléments indirects comme ça, d'avoir offert une orgonite à quelqu'un et au final, elle convenait très bien à la maman de la personne. Et je crois qu'elle s'est même fait pirater son orgonite. Donc c'est pas une orgonite pour une personne, on peut lui donner, ça marche avec tout le monde, quoi. Ouais. Pas négatif comme l'obsidienne, des choses comme ça. Non, ouais. Parce que derrière l'orgonite, en fait, l'orgonite, ça crée un pont. En fait, ça crée un... Alors, je vais pas te dire de mots qui font peur, mais ça fait des trous, ça crée des ponts, ça fait des liens entre différentes choses. Et c'est ces différentes choses, ces différentes consciences qui vont agir à travers l'orgonite, qui vont utiliser l'orgonite pour agir à travers elle. Donc moi je simplifie un petit peu la chose en disant que l'orgonite a une conscience qui est indépendante et autonome, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Mais après c'est des choses qu'on maîtrise pas du tout en fait et qu'on ne peut pas maîtriser. Quand j'évolue dans le monde énergétique, alors l'image qui me vient à chaque fois, c'est-à-dire que je peux avoir accès à des informations sur tout et n'importe quoi, mais en regardant qu'une seule chose à la fois. C'est comme si je regardais dans le monde physique à travers le trou d'une paille. Et que j'essayais de comprendre qu'est-ce que je regardais. Bah c'est très compliqué, hein. C'est juste impossible, parce que notre corps, il n'est pas fait pour ça. Donc on peut aller piocher quelques informations à droite, à gauche, mais on ne peut pas avoir vraiment de vue globale sur tout ça. Après, ça agit à des niveaux de conscience supérieurs. En tout cas, moi, je peux pas. Il y en a peut-être qui peuvent. J'ai mis en place aussi le sentier du bout du monde. Je sais pas, est-ce que certains de vous en ont déjà entendu parler? J'ai fait une marche sur 4 jours, un mini pèlerinage qui part d'un petit village en Basse-Normandie qui s'appelle Champ-Secret pour aller au Mont-Saint-Michel. À travers cette marche, moi j'étais pas trop un marcheur, même si je courais beaucoup. Donc à travers cette marche, j'ai vu une évolution et ma structure énergétique complètement se modifier. D'une manière vraiment... c'était incroyable, quoi. Le même effet que quand j'avais mis les 2 cailloux en équilibre que j'avais vu les gens passer. J'avais trouvé ça tellement exceptionnel. On était un gros groupe et chaque personne a vu sa vie complètement transformée après cette marche. J'ai trouvé ça tellement bien que j'ai décidé d'organiser la même chose par chez moi. Donc j'organise des marches sur 3 jours et on part de Douarnenez pour arriver à la pointe du Raz. Donc ça fait 60 km et c'est un parcours qui a une vocation un peu initiatique et qui ouvre dont le but est aux gens de se centrer sur eux et de se découvrir à travers la marche, de comprendre énormément de choses. Et déjà rien que le fait de prendre des personnes, de leur sortir de leur quotidien pendant 3 jours où il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Internet, il n'y a plus le téléphone, il n'y a plus la télé, quand les gens ils retournent dans leur vie, ils ont une vision qui est complètement différente, ils ont un point de vue qui est complètement différent et beaucoup de compréhension. Toutes les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, qui ne savent jamais trop quoi faire, souvent après une marche comme celle-ci, il n'y a plus aucun souci parce que tout devient une évidence. Parce qu'on a aussi une reconnexion à la nature et à nous-mêmes, quoi. Donc ça c'est une marche que j'ai mis en place, je pars tous les mois, toute l'année. Donc c'est du bivouac, donc on est en autonomie totale, chaque personne est
est autonome et indépendante. Donc on dit qu'on porte le poids de nos peurs. C'est-à-dire que plus on a un sac à dos qui est chargé, plus on a peur d'avoir faim, on a peur d'avoir froid. Donc le but, c'est aussi de travailler sur la notion de, pas de survie, mais de sécurité. Savoir qu'est-ce qui est réellement besoin, qu'est-ce qui est réellement vital pour nous. Donc on dort plus ou moins dehors. Je dis plus ou moins parce que la première nuit, on dort sur une plage dans une grotte marine. Et la deuxième nuit, on dort tout en haut d'une pointe, en haut d'une falaise. Comme ça, on expérimente le haut et le bas. Avec des tentes ou juste un duvet, par exemple? C'est comme vous voulez. Il y a tout, il y a des tentes, il y a des duvets. Moi, je dors en hamac parce que je suis pas à l'aise quand je suis au contact avec le sol. J'ai besoin d'être un petit peu décollé. Mais souvent, c'est des hamacs ou des tarpes. Donc les gens, ils dorment avec des matelas fins par terre et puis ils ont juste une bâche de 3 mètres sur 2. Donc c'est des trucs légers. Et c'est par tous les temps? Moi, j'y vais par tous les temps. Parce que chaque sentier me fait travailler quelque chose de particulier aussi. Des fois, je vais travailler le feu en bas quand j'ai des ampoules et des cloques. Des fois, ça va être le feu en haut quand le soleil il me brûle la tête. Voilà. Après, pour l'instant, j'ai commencé en juin, donc de cette année. Et sur le plan de la météo, ça a toujours été super bien, super nickel, quoi. Mais je me dis que si jamais on mange 3 jours de pluie, c'est qu'il y aura sûrement quelque chose à débloquer derrière, quoi. Puisque l'eau renvoie à tout ce qui est sphère émotionnelle, donc c'est qu'il y aura quelque chose à laver sans doute aussi, quoi. Et même si c'est dur, on termine toujours avec la banane et le sourire et en ayant vraiment l'impression d'avancer, de s'être mis en marche. Et vos prochaines dates? Alors mes prochaines dates, écoutez, je vais faire le calendrier cet après-midi. Parce que j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Je pensais le faire avant le salon. Donc là, j'ai le calendrier établi jusqu'à la fin de l'année. Et donc cet après-midi, je vais faire le calendrier pour l'année 2016. Donc moi, je pars tous les mois. Et qui veut venir, vient, quoi. Voilà. Et Le tarif, je fonctionne sur un tarif libre dans une fourchette entre 50 et 100 euros pour 3 jours. Donc ça reste relativement abordable, en sachant que ça fait beaucoup travailler de par le groupe aussi, puisque chaque personne n'est pas là par hasard, et il y a toujours une cohérence globale dans le groupe, il y a des miroirs qui se mettent en place, il y a des choses qui sont révélées, des fois ça peut être assez fort, en émotion, mais toujours très intéressant. Il y a un nombre maximum de personnes? Il n'y a pas de nombre maximum, non. Pas pour l'instant, puisque ça... Pas pour l'instant, mais non, il n'y aura pas de... Alors, il n'y aura pas de nombre maximum, puisque moi, j'ai émis l'intention d'avoir des groupes qui restent relativement petits et cohérents. J'ai pas une intention d'en faire mon métier et de faire guide touristique et d'avoir le plus de monde possible. Voilà. Moi, je recherche pas la quantité, je recherche la qualité. C'est comme les orgonites. Moi, je ne conçois pas de faire des orgonites en série, en faire plein à la suite comme ça. Pour moi, ça peut pas marcher. Quand je travaille dans mon laboratoire, c'est 2 heures maximum. Après, j'ai plus le niveau de présence suffisant pour avoir l'effet que je veux transmettre dans l'orgonite, quoi. Oui. À avoir ta pensée dans l'intention, mais aussi ton sentiment. Parce que si tu as une pensée quelque part et qui est positive et que tu as un sentiment derrière qui inconsciemment reste négatif, comment faire pour relier les deux? Parce qu'il y a un truc où est-ce que
Quand tu poses une intention, toi, Alors quand je pose une intention, moi, elle est... dis-moi comment on s'y prend pour poser une intention. Alors, dans tout ce que je fais, tout ce que je remarque, c'est que plus c'est simple, et mieux ça marche. Plus c'est plus c'est simple, plus c'est efficace, plus c'est percutant, et plus ça marche. Donc le but, c'est d'aller vraiment sur la simplicité à l'extrême. Par exemple, moi j'ai fait le choix d'évoluer d'une manière positive. Voilà. J'avance dans la vie en n'ayant que des expériences positives qui m'arrivent. Comme ça, j'arrête de prendre des coups de pied dans le cul, quoi. Mais si le choix n'est pas posé consciemment, bah, les gens ils comprennent pas pourquoi il leur arrive que des problèmes. Pourquoi à chaque fois il y a une problématique qui vient. C'est de l'auto-sabotage, oui. Il y a pas que ça, il y a aussi l'inconscient, tout ce qu'on a dans l'inconscient. Par exemple, tout ce qui peut être refoulé peut être réactivé également. Oui. Et créer, on ne sait pas quoi, tout ce qui n'est pas réglé. Voilà, c'est bien pour ça que c'est très intéressant de travailler sur soi. Alors travailler sur soi, c'est toujours très compliqué. Voilà. Parce que moi, la contrepartie, c'est que moi, je vois tout le monde, j'ai accès à plein d'informations, sauf sur moi. Donc je me vois à travers le problème des autres. Voilà, donc c'est pour ça que je fais des consultations par clairvoyance, où je travaille sur plein de gens, sur tout type de problèmes. Mais pour moi, mon but, moi, c'est pas d'aider les autres, moi, c'est de m'aider moi. Mais en même temps, la conséquence, c'est que j'aide les autres. Tant mieux, quoi. Et le but, c'est vraiment de... Voilà, quand je vois une salle avec 40 personnes, ben, je regarde qu'est-ce que c'est le problème majeur des gens et ça me donne une petite indication sur là où je vais. Travailler sur soi, vous ne voulez pas développer, expliquer? C'est travailler sur son schéma de croyance. Savoir... après, le faire tout seul, c'est toujours très compliqué, parce qu'on a plein de croyances inconscientes qui sont limitantes. Voilà, quand on nous a mis dans la tête, quand nos parents nous ont mis dans la tête que faut en chier dans la vie pour réussir, faut souffrir pour être belle. Voilà, après, on comprend pas pourquoi on en chie dans la vie. Puis... Donc c'est aussi débloquer tous ces mécanismes. Et ça, en passant par le centre, c'est complètement possible. Oui. Peut-être vous répondre, je ne sais pas si vous m'entendez, du coup, à propos de la question que vous avez posée, comment travailler sur soi. À la limite, vous parliez d'un outil qui était la méditation, et je pense que c'est un bel outil, mais une méditation assez active, oui. Afin de voir pourquoi tout bloque, etc. Et oui. Là, on arrive aussi à des choses essentielles, relatives à la conscience, avec le centre, comme vous définissiez tout à l'heure. Oui. Voilà, est-ce que j'ai répondu un peu? Oui, c'est juste. La première chose à faire, c'est de faire le choix de travailler sur soi. À partir du moment où on fait le choix de régler un problème, bah, tout va se mettre en place pour régler ce problème. Donc pour moi, le choix, c'est le seul réel pouvoir qu'on a, nous, ici, dans cette incarnation, quoi. On ne peut que faire des choix et accepter après tout ce qui vient, tout ce qui se passe... tout ce qui vient, tout ce qui se passe, et puis on prend tout, quoi, et puis voilà, quoi. On essaye d'avoir le moins de résistance possible, et puis on avance de cette manière. Enfin, moi, c'est ma manière d'avancer. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que vous précisez dans cette incarnation Zut. Parce que pour moi, on n'est qu'un petit bout de quelque chose et qu'il y a plein d'autres choses qui sont autour. Voilà. Donc on n'est que des morceaux de quelque chose qui est plus grand. Après, je parle d'incarnation, mais c'est pour moi, le terme n'est pas vraiment juste, puisque je suis d'accord qu'il y a un processus d'incarnation si on réfléchit en temps linéaire. Mais le temps n'est pas forcément linéaire du fait que c'est notre mental qui le modélise avec un passé, un présent
et un futur. Mais dans la vision que j'ai, moi, c'est plus des vies simultanées qu'on a et qu'on va identifier comme étant des vies d'avant. Mais c'est plus des vies qu'on vit en simultané, quoi. Voilà. Ça, par la clairvoyance, on peut aller chercher, piocher aussi des informations là-dedans pour avoir accès à pour avoir des réponses par rapport à des problématiques diverses et variées. La réponse vous satisfait-elle? Oui. Parce que pour moi, dire qu'il n'y a pas de réincarnation, c'est aussi une croyance qui est assez limitante, quoi. C'est comme la personne qui dit moi je crois que ce que je vois. Bah, je trouve quand même vachement limité, quoi. Je ne crois pas au vent, puisque je n'en vois que les effets. Donc si vous avez d'autres questions... Quel est votre rapport avec la nature? Parce que c'était le titre de la conférence, en fait. Oui. Voilà, au service de la nature. Est-ce que vous pouvez en dire plus? C'est-à-dire Avec les plantes, les animaux, les éléments. Eh bien, mon rapport, c'est que je discute avec un peu tout et n'importe quoi pour en retirer plein d'informations sur moi, sur ma manière de fonctionner, de vivre. Du coup, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait le choix de travailler mon ancrage, je me suis mis à cultiver un potager, donc à travailler la terre. Mais ça a toujours été beaucoup plus facile pour moi de parler à l'esprit de la plante qu'aller lui donner de l'eau quand elle avait soif. Donc j'ai toujours eu une connexion assez fluide et très claire avec la nature en général. Mais après ce n'est que de la décomposition mentale. On va tout sectoriser, on va discuter avec la plante, la serre, le terrain, la maison, le pays. Qui donne des infos, la plante qui donne des infos. Voilà. Mais à un certain niveau, la plante, c'est une partie de moi. Donc c'est que moi je vois que c'est que moi qui me parle, je me parle tout seul en fait, quoi. Mais pour avancer et pour réussir à avoir une information cohérente dans la matière, je suis obligé de créer comme ça plusieurs personnages qui discutent entre eux pour pouvoir avoir des informations, quoi. J'ai beaucoup travaillé à une époque avec les esprits de la nature aussi, où j'ai eu beaucoup d'informations qui sont venues par ce biais-là. Aujourd'hui, c'est une chose que j'ai un peu mis de côté. D'accord. Donc je vous remercie de votre attention.